La scène politique ivoirienne, nous la percevons comme étant une scène qui apparaît apaisée quand en réalité il y a de grandes confrontations entre les acteurs politiques pour lesquels il y a réellement un besoin d'un véritable dialogue national, d'un dialogue politique pour vraiment aplanir toutes les questions de belligérance et d'opposition de, cette scène politique nationale en vue véritablement de séréniser la population quant justement aux futures élections qui donc sont à venir. Ces acteurs de la société civile ivoirienne insistent sur la nécessité d'un dialogue franc avec le parti au pouvoir. Ces derniers demandent des réformes inclusives du code électoral et de la commission électorale indépendante, CEI, des réformes qui, selon eux, seraient cruciales pour garantir un processus électoral transparent et démocratique dans le pays. Les points saillants sur lesquels on doit absolument discuter, en attendant que nous fassions la synthèse, il y a la réforme de la CEI, la réforme du Conseil constitutionnel et les gens souhaitent que le processus électoral, le calendrier du processus électoral se fasse de façon participative. L'initiative citoyenne Alternative citoyenne ivoirienne a rassemblé les partis d'opposition et les organisations de la société civile pour discuter des réformes nécessaires. Selon l'organisation, des ajustements substantiels seraient indispensables pour éviter des conflits et assurer la stabilité et la paix sociale dans le pays d'Afrique de l'Ouest. La campagne électorale pour les scrutins présidentiels et parlementaires du 15 juillet au Rwanda a débuté ce samedi. Les 9 millions de Rwandais inscrits sur les listes ont 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège de chef d'État. Parmi eux, le président sortant, Paul Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendue. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert, Franck Habinessa, et l'indépendant Philippe Mpayimana. Paul Kagame a mis fin au génocide des Tutsis en juillet 1994. Il a été élu par le Parlement pour remplacer le pasteur Bizimungu en 2000. Il a remporté ensuite les élections au suffrage universel de 2003, 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Une révision constitutionnelle de 2015 prévoit que les élections présidentielles et législatives soient couplées, c'est la première fois cette année. Plus de 500 candidats briguent les 80 sièges de députés, 56 seront directement élus par les électeurs au scrutin proportionnel de liste. Les 27 autres sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Le président kényan William Ruto se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endettée. Un des leaders des protestations a affirmé que le président Ruto devait répondre publiquement à leur lettre de revendication s'il voulait vraiment dialoguer. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes, dont Amnesty International, ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi jeudi. Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein 21e siècle, un pays qui n'est pas digitalisé a difficile à pouvoir rendre des services publics
de qualité à ses citoyens, mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon à CAA2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur leur capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentales, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendu en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 eurobonds et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues. Le Fonds de solidarité africain FSA a réalisé des performances louables au titre de l'exercice 2023. L'institution financière multilatérale dont les principaux mécanismes d'intervention sont la garantie financière, le refinancement et la bonification de taux d'intérêt a enregistré un résultat net de 2,2 milliards de francs CFA pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2023 contre 1,7 milliards de francs CFA en 2022, indiquant ainsi une augmentation de 28,7%. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États. En effet, le Fonds de solidarité africain a dégagé un produit net bancaire de 10,52 milliards de francs CFA, en accroissement de 39,5% en 2023, avec des niveaux importants d'intervention allant jusqu'à 800 milliards de francs CFA. L'institution financière s'est bien engagée auprès de ses États membres au cours de l'exercice écoulé. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. Dans le cadre des projets d'augmentation du capital du FSA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique s'engage à accompagner l'institution avec un financement de 176 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la troisième session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds, tenue vendredi 21 juin 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a été marquée par l'adhésion du Maroc et de la Sierra Leone, ce qui a porté à 25 le nombre de pays du Fonds de solidarité africain. La Zambie a demandé l'intervention de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et de l'Union africaine dans le différend diplomatique qui l'oppose au Zimbabwe. Lors d'une audience au Parlement le 20 juin 2024, le ministre zambien des Affaires étrangères Mulambo Aimbe a accusé le gouvernement zimbabwéen de menacer la souveraineté de son pays. That in both the regional and continental context, nous sommes conscients du fait que nous sommes membres d'une communauté mondiale et que dans le contexte régional et continental, il est nécessaire de trouver une solution durable par un processus de médiation approprié qui devrait conduire à des résultats concrets. La Zambie reste ouverte à l'approfondissement des relations avec les nations amies, même face à des malentendus qui peuvent de temps en temps survenir. Notre objectif est de renforcer la diplomatie économique, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et au-delà pour le bénéfice mutuel de nos citoyens. Cependant, la Zambie reste un État dont la souveraineté doit être respectée et protégée.
La Zambie rejette des affirmations du président Emmerson Mnangagwa lors d'une réunion télévisée avec le président russe Vladimir Poutine en début juin 2024. Lors de cet entretien, le dirigeant d'Afrique australe a affirmé que la Zambie sert des intérêts étrangers pour isoler le Zimbabwe au sein de la sous-région. Le président zimbabwéen a ainsi appelé à un soutien militaire russe en cas d'agression du pays voisin. Des accusations infondées, s'est défendu l'exécutif zambien. Nous souhaitons réaffirmer qu'en tant qu'État souverain, nous n'avons aucun intérêt à nous éloigner de nos relations chaleureuses de longue date avec le Zimbabwe, la Russie ou avec nos partenaires occidentaux, et nous n'avons non plus aucun désir de créer des tensions l'un contre l'autre. Le président Mnangagwa pointe une ingérence zambienne dans ses affaires internes. Selon lui, le régime du chef d'État zambien Hakainde Hichilema soutient l'opposition zimbabwéenne. Malgré la gravité des accusations zimbabwéennes, le chef de la diplomatie zambienne maintient l'engagement de son pays à parvenir à une résolution pacifique des tensions naissantes. Le bilan s'alourdit en Arabie Saoudite. Selon les autorités, cette année, plus de 1300 personnes ont perdu la vie lors du pèlerinage du Hajj. Les fidèles ont dû affronter des températures extrêmes dans les sites sacrés islamiques. Le ministre saoudien de la Santé a annoncé que 83% des victimes étaient des pèlerins non autorisés. Ces derniers ont parcouru de longues distances sous la chaleur accablante de ce royaume désertique pour accomplir les rituels sacrés. La plupart des victimes n'avaient pas de documents d'identification. Ils ont donc été enterrés à la Mecque. On compte plus de 660 Égyptiens parmi les victimes, principalement des pèlerins non autorisés. En réponse, le Caire a révoqué les licences de 16 agences de voyage ayant aidé ces pèlerins à se rendre en Arabie Saoudite.